lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. Les grandes statues ce soir, je ne les oublierai pas comme j'avais fait ce matin. Et ma sieste méridienne finie, je les demande, dans son propre langage, au premier qui se présente à moi, à Atamu. Conduis-moi, je te prie, aux sépultures. Et il me comprend à merveille. J'ai dit sépulture, en tahitien, marae, et à l'île de Pâques, maraï. Parce que ces colosses de pierre qui font l'objet de notre voyage ornent les places où l'on ensevelissait sous des roches amoncelées en tumulus les grands chefs tombés dans les batailles. Ce nom de maraï, les indigènes le donnent également aux 1000 figures de fétiches et d'idoles qui remplissent leurs cases en roseaux et qui, dans leur esprit, sont liées au souvenir des morts. Donc nous partons, Atamu et moi, sans cortège, par hasard, tous deux seuls, pour visiter le maraï le plus proche. Et c'est ma première course dans l'île inconnue. En suivant à petite distance le bord de la mer, nous traversons une plaine que recouvre une herbe rude, d'espèce unique, de couleur triste et comme fanée. Sur notre chemin, nous trouvons les ruines d'une petite demeure, pareille à celle que le Danois habite. Atamu m'apprend que c'était la maison d'un papa Farani, père français, missionnaire, et m'arrête pour me conter à ce sujet, avec une mimique excessive, une histoire sans doute très émouvante que je ne démêle pas bien. Je vois seulement à ces gestes qu'il y a eu des guet-apens, des hommes cachés derrière des pierres, des coups de fusil et des coups de lance. Que lui ont-ils fait à ce pauvre prêtre ? On ne sait jamais quel degré de férocité soudaine peut atteindre un sauvage, ordinairement doux et câlin, lorsqu'il est poussé par quelqu'une de ces passions d'homme primitif ou par quelque superstition ténébreuse. Il ne faut pas oublier non plus qu'un instinct de cannibalisme sommeille au plus intime de ces natures polynésiennes, si accueillantes et d'apparence débonnaires. Ainsi, là-bas, en Océanie, aux îles de Rotuma et d'Ivaoa, des Maoris d'un aspect charmant, à l'occasion, vous mangent encore. Son histoire contée, Atamu, persuadé que j'ai très bien compris, me prend par la main et nous continuons notre route. Devant nous, voici un monticule de pierres brunes, dans le genre des cromlechs gaulois, mais formé de blocs plus énormes. Il domine d'un côté la mer où rien ne passe, de l'autre la plaine déserte et triste que limitent au loin des cratères éteints. Atamu assure que c'est le maraï, et tous deux, nous montons sur ces pierres. On dirait une estrade cyclopéenne, à demi cachée par un éboulement de grosses colonnes, irrégulières et frustes. Mais je demande les statues, que je n'aperçois nulle part, et alors Atamu, d'un geste recueilli, m'invite à regarder mieux à mes pieds. J'étais perché sur le menton de l'une d'elles qui, renversée sur le dos, me contemplait fixement d'en bas avec les 2 trous qui lui servaient d'yeux. Je ne me l'imaginais pas si grande et informe, aussi n'avais-je pas remarqué sa présence. En effet, elles sont là, une dizaine, couchées pêle-mêle et à moitié brisées. Quelques dernières secousses des volcans voisins sans doute les a culbutées ainsi, et le fracas de ces chutes a dû être lourdement terrible. Leur visage est sculpté avec une inexpérience enfantine. Des rudiments de bras et de mains sont à peine indiqués le long de leur corps tout rond, qui les fait ressembler à des piliers trapus. Mais une épouvante religieuse pouvait se dégager de leur aspect quand elles se tenaient debout, droites et colossales, en face de cet océan sans bornes et sans navires. Atamu me confirme d'ailleurs qu'il y en a d'autres dans les lointains de l'île, beaucoup d'autres, toute une peuplade gisante et morte, le long des grèves blanchies par le corail. Au pied du maraï est une petite plage circulaire entourée de rochers sur laquelle nous descendons. L'émiettement par la mer des coraux de toute espèce lui a fait un sable d'une blancheur neigeuse, semé de frêles coquilles précieuses et de fins rameaux de corail rose. Cependant, l'Alizé, comme hier, souffle avec une violence croissante à mesure que la journée s'avance. Il apporte à nouveau du fond des solitudes de la mer australe tout un banc de nuages noirs, si noirs que les montagnes, les vieux volcans refroidis
recommence de se détacher en clair sur le ciel soudainement obscur. Et Atamu, qui voit la pluie prochaine, précipite notre retour. En effet, à mi-chemin, nous prend une ondée rapide tandis que le vent furieux couche entièrement les herbes dans toute l'étendue de la plaine. Alors, sous des roches qui surplombent en voûte, nous nous arrêtons à l'abri, au milieu d'un essaim de libellules rouges. D'où sont-elles venues, celles-là, encore? Et les papillons que nous avons vus courir au-dessus de ces tapis d'herbes pâles, les papillons blancs, les papillons jaunes, qui donc en a apporté la graine à travers 800 lieues d'océan? Très vite, ils s'en vont, ces nuages, en troupes sombres, continuer leur course sur les déserts de la mer, après avoir arrosé en passant la mystérieuse île. Et quand nous revenons à la baie où se tient notre frégate, le soleil du soir rayonne. Les environs de cette baie où sont groupées les cases de roseaux ont en ce moment un aspect bien insolite de vie et de joie, car tous les officiers du bord s'y sont promenés durant l'après-midi, chacun escorté d'une petite troupe d'indigènes, et, maintenant que l'heure de rentrée approche, ils attendent l'arrivée des canots, assis là par terre au milieu des grands enfants primitifs qui ont été leurs amis de la journée, et qui chantent pour leur faire plus de fête. Je prends place à mon tour, et aussitôt mes amis particuliers viennent en courant se serrer auprès de moi, Pétéro, Ouga, Marie et la jolie Joiritaille. Notre présence de quelques heures a déjà, hélas, apporté du ridicule et de la mascarade dans ce pays de l'âpre désolation. Nous avons presque tous échangé contre des fétiches ou des armes, de vieux vêtements quelconques dont les hommes aux poitrines tatouées se sont puérilement affublés. Et la plupart des femmes, par convenance ou par pompe, ont mis de pauvres robes sans taille, en indienne décolorée, qui avaient dû jadis être offertes à leur mère par les prêtres de la mission, et dormaient depuis longtemps sous le chaume des cases. Ils chantent, les Maoris. Ils chantent tous, en battant des mains comme pour marquer un rythme de danse. Les femmes donnent des notes aussi douces et flûtées que des notes d'oiseaux. Les hommes, tantôt se font des petites voix de fausset toutes chevrotantes et grêles, tantôt produisent des sons caverneux comme des rauquements de fauves qui s'ennuient. Leur musique se compose de phrases courtes et saccadées, qu'ils terminent toujours par de lugubres vocalises descendantes, en mode mineur. On dirait qu'ils expriment l'étonnement de vivre, la tristesse de vivre, et pourtant, c'est dans la joie qu'ils chantent, dans l'enfantine joie de nous voir, dans l'amusement des petits objets nouveaux par nous apportés. Joie d'un jour, joie qui demain, quand nous serons loin, fera pour longtemps place à la monotonie et au silence. Prisonniers sur leur île, sans arbres et sans eau, ils sont, ces chanteurs sauvages, d'une race condamnée, qui même là-bas en Polynésie, dans les îles mères, va s'éteignant très vite. Ils appartiennent à une humanité finissante, et leur singulier destin est de bientôt disparaître. Pendant que ceux-là battent des mains et s'amusent, mêlés si familièrement à nous, d'autres personnages nous observent dans une immobilité pensive. Sur des roches en amphithéâtre, qui nous dominent et font face à la mer, se tient échelonnée toute une autre partie de la population, plus craintive ou plus ombrageuse, avec qui nous n'avons pu lier connaissance. Des hommes très tatoués, farouchement accroupis, les mains jointes sous les genoux. Des femmes assises dans des poses de statues, ayant aux épaules des espèces de manteaux blanchâtres et sur leurs cheveux noués à l'antique, des couronnes de roseaux. Pas un mouvement, pas une manifestation, pas un bruit. Ils se contentent de nous regarder d'un peu haut et à distance. Et quand nous nous éloignons dans nos canots, le soleil couchant, déjà au ras de la mer, leur envoie ses rayons rouges par une trouée dans de nouveaux nuages, encore soudainement venus. Ils n'éclairent que leur groupe muet et leurs rochers, qui se détachent lumineux sur l'obscurité du ciel et des cratères bruns. Le soir, à bord, étant de service pour la nuit, je parcours les documents que possède l'amiral sur l'île de Pâques, depuis qu'elle a été découverte par les hommes civilisés. Et je constate d'ailleurs sans surprise que ce sont les civilisés qui ont montré vis-à-vis des sauvages une sauvagerie ignoble. Vers 1850, en effet, une bande de colons péruviens imagina d'envoyer ici des navires pour faire une rafle d'esclaves. Les Maoris se défendirent comme ils purent avec des lances et des pierres contre les fusils des agresseurs.
Ils furent battus, cela va sans dire, tués en grand nombre, et des centaines d'entre eux capturés odieusement durent partir en esclavage pour le Pérou. Au bout de quelques années, cependant, le gouvernement de Lima fit rapatrier ceux qui n'étaient pas morts de mauvais traitements ou de nostalgie. Mais les exilés, en rentrant chez eux, y rapportèrent la variole, et plus de la moitié de la population périt de ce mal nouveau, contre lequel les sorciers de l'île ne connaissaient point de remède. 3. 5 janvier. Aujourd'hui encore, nous obtenons du commandant, un de mes camarades et moi, un canot à nos ordres pour nous rendre dès le matin dans l'île et nous partons au petit jour. Il vente comme hier et nous avons l'Alizé droit debout, ce qui retarde notre marche à l'aviron, nous arrose d'embrun, nous mouille de la tête aux pieds. Non sans peine, nous atteignons la plage, nous étant un peu trompés de route au milieu des récifs de corail qui sont plus que jamais bruissants et couverts d'écume blanche. Atamou et les amis d'hier accourent pour nous recevoir avec quelques sauvages de figure inconnue. Et je fais parmi ces derniers l'acquisition matineuse d'un dieu en bois de fer, au visage triste et féroce, coiffé de plumes noires. C'est la première fois que mon camarade descend à terre et, sur sa demande, je le mène d'abord voir l'antique Maraï auquel nous allons décidément tenter aujourd'hui d'enlever une statue. Des gens nous suivent en grande troupe ce matin, à travers la plaine d'herbage mouillé, et arrivés là-bas, se mettent à danser sur les dalles funéraires et sur les idoles couchées, à danser partout comme une légion de farfadets, échevelés et légers dans le vent qui siffle, nus et rougeâtres, bariolés de bleu, corps sveltes et clairs parmi les pierres brunes et devant les horizons noirs. Ils dansent sur les énormes figures, heurtant de leurs doigts de pied sans bruit les fronts des colosses, les nez ou les joues. Et on n'entend guère non plus ce qu'ils chantent, dans le fracas toujours croissant des rafales et de la mer. Les hommes de Rapa Nui, qui vénèrent tant de petits fétiches et de petits dieux, paraissent tous sans respect pour ces sépultures. Ils ne se souviennent plus des morts endormis là-dessous. Nous retournons ensuite à la baie déjà familière, où sont les cases de roseaux, et là je commence à circuler d'une manière moins pompeuse qu'hier, en petit cortège maintenant, accompagné de mes seuls intimes, comme quelqu'un qui serait déjà du pays. Des hommes qui me croisent se bornent à me toucher la main ou à me faire un signe amical en continuant leur route. Ya orana tayo. Bonjour, ami, me disent la chefesse et sa fille, qui sont dans un champ à arracher des patates douces et ne se dérangent plus de leur besogne. Le vieux chef me reçoit dans une caverne attenante à sa demeure où il passe sa vie accroupi, les mains jointes sous ses genoux bleuis de tatouages. Avec sa figure rayée de bleu sombre, ses longs cheveux, ses longues dents et son habitude de s'immobiliser dans des poses de bête, il serait d'apparence affreuse, sans la douceur extrême de son regard. Je ne semble plus l'intéresser particulièrement et j'abrège ma visite. Désirant emporter une de ces coiffures en plumes noires d'1 mètre de largeur, comme j'en ai vu sur la tête de quelques vieux personnages difficiles à aborder, je m'en ouvre à Ouga, celui qui comprend le mieux mes phrases hésitantes. Et nous commençons ensemble nos recherches. Il m'introduit alors dans plusieurs cases où sont accroupis des ancêtres à figure bleue et à dents blanches, immobiles comme des momies, et qui d'abord ne paraissent pas remarquer ma présence. L'un d'eux, cependant, est occupé. Il arrache les dents à une mâchoire humaine pour remettre des yeux d'émail à son idole. Il y a là en effet accrochées sous la toiture de très grandes couronnes de plumes. Mais les vieillards en demandent des prix fous. Mon pantalon de toile blanche et ma veste d'aspirant avec ses galons d'or, ma veste neuve, puisqu'hier j'ai vendu l'autre. C'est trop cher. Il faut y renoncer. Et Ouga, me voyant désolé, me propose d'en réparer pour ce soir une un peu ancienne, un peu usée qu'il possède chez lui et de me la céder en échange d'un pantalon seulement, ce que j'accepte. Allons maintenant faire au vieux Robinson danois notre visite depuis hier promise. Les abords de sa maisonnette à eux seuls sont déjà pour serrer le cœur, avec ce semblant de véranda, ce semblant de petit jardin, où poussent quelques maigres plantes dont il a dû apporter les graines. Quel exil que celui de cet homme qui, en ce pays presque vide, n'a même pas un bouquet d'arbres, même pas un peu de verdure où reposer sa vue.
et en cas de détresse, de maladie ou de menace de mort, aucune possibilité de communiquer avec le reste du monde. Il est parti dès l'aube pour la chasse aux lapins, nous explique avec 1000 grâces, et en nous priant d'entrer quand même, son épouse morganatique. Une Maori entre deux âges et plutôt fanée, qui est naturellement la grande élégante de l'île et qui porte ce matin une tunique en mousseline jaune avec une couverture de voyage en laine rouge jetée comme un châle sur les épaules. Elle nous offre l'eau fraîche et claire d'une gargoulette, présent rare car il n'y a point de source à Rapa Nui. Les indigènes ramassent de l'eau quand il pleut et la conservent dans des gourdes où elle a vite fait de se corrompre, ou bien vont en chercher au fond des cratères dans des mares souvent taries. Quel dénuement et quelle tristesse dans cette solitaire demeure. Et dire qu'il serait impossible à cet homme de se procurer autre chose, même le voulant, puisqu'ici il n'y a rien nulle part. Ailleurs, les ermites, les reclus peuvent toujours, si l'angoisse les prend, s'en aller ou appeler au secours. Mais celui-là, on se sent froid à l'âme rien qu'en songeant à ce que doivent être pour lui les plus vieux crépuscules, les tombées de nuit par mauvais temps, les veillées d'hiver. Nous ne voulons pas abuser davantage de l'accueil de cette dame, d'autant plus que cela risquerait de tourner mal pour l'un de nous, ou même pour tous deux, et à l'heure du repas de nos canotiers, 10 heures, nous rentrons à bord où, depuis le matin, sont commencés les préparatifs de l'enlèvement de la statue, l'amiral ayant décidé que ce serait aujourd'hui, si possible, et que nous partirions ensuite pour l'Océanie. À midi, l'expédition est prête à aller chercher la grande idole. Dans la chaloupe de la frégate, on a embarqué d'énormes palans, une sorte de chariot improvisé et une corvée de 100 hommes, sous la conduite d'un lieutenant de vaisseau. Mais je suis de service à bord, moi, hélas, et je contemple mélancoliquement tout ce monde qui va partir. À la dernière minute, pourtant, l'amiral, dont je suis l'aspirant de majorité, me fait appeler sur son balcon. Il remettra à demain ma journée de garde à condition que je lui rapporte un croquis exact du Maraï avant qu'on en ait changé l'aspect. C'est étonnant ce que cela m'aura servi pendant cette campagne, de savoir dessiner pour obtenir ainsi des permissions d'aller courir. Et je saute avec joie dans la chaloupe, déjà bondée de monde, où les matelots ont des figures de gens qui se rendent à une fête. Très chargée, la chaloupe a du mal à franchir les récifs, par une passe nouvelle qui nous fera accoster dans une baie plus voisine du Maraï. Nous arrivons tout de même, mais on s'inquiète de ce que sera le retour, avec le poids de l'idole en plus, et il faudra sûrement faire 2 voyages pour ramener les 100 matelots. Les indigènes se sont réunis en masse sur la plage et poussent des cris perçants pour nous recevoir. Depuis hier, la nouvelle de l'enlèvement prochain de la statue s'est répandue parmi eux, et ils sont accourus de toutes parts pour nous regarder faire. Il en est même venu de ceux qui habitent la baie de Lapérouse, de l'autre côté de l'île. Aussi voyons-nous beaucoup de figures nouvelles. Le lieutenant de vaisseau qui commande la corvée tient à ce que les 100 hommes s'acheminent vers le Maraï en rang et au pas, les clairons sonnant la marche, cette musique jamais entendue met la peuplade entière dans un état de joie indescriptible. Et ils deviennent difficiles à tenir en bon ordre, les matelots, avec toutes ces belles filles demi-nues qui autour d'eux gambadent et s'amusent. Au Maraï, par exemple, il n'y a plus de discipline possible. Cela devient une folle confusion de vareuses de marine et de chair tatouée, une frénésie de mouvements et de tapage. Tout ce monde se frôle, se presse, chante, hurle et danse. Au bout d'une heure, à coups de pince et de levier, tout est bousculé. Les statues plus chavirées, plus brisées, et on ne sait pas encore laquelle sera choisie. L'une, qui paraît moins lourde et moins fruste, est couchée la tête en bas, le nez dans la terre. On ne connaît pas encore sa figure, et il faut la retourner pour voir. Elle cède aux efforts des leviers manœuvrés à grands cris, pivote autour d'elle-même et retombe sur le dos avec un bruit sourd. Son retournement et sa chute donnent le signal d'une danse plus furieuse et d'une clameur plus haute. 20 sauvages lui sautent au ventre et y gambadent comme des forcenés. Ces vieux morts des races primitives, depuis qu'ils dorment là sous leur tumulus, n'ont jamais entendu pareil vacarme, si ce n'est peut-être quand ces statues ont perdu l'équilibre, secouées toutes ensemble par quelques tremblements de terre, ou bien tombant de vieillesse, une à une, le front dans l'herbe. C'est bien celles-là
décidément, la dernière touchée et retournée que nous allons emporter. Non pas tout son corps, mais seulement sa tête, sa grosse tête qui pèse déjà 4 ou 5 tonnes. Alors, on se met en devoir de lui scier le cou. Par bonheur, elle est en une sorte de pierre volcanique assez friable, et les scies mordent bien, en grinçant d'une manière affreuse. Ayant terminé dans la bousculade mes croquis pour l'amiral, je m'en vais, moi. La fin de la manœuvre et l'embarquement de l'idole massacrée ne m'intéressent plus. Avec mes fidèles, Atamou, Pétéro, Marie et Joaritaille, je m'en retourne vers la baie où sont les cases en roseau pour voir un peu à la réparation de ma couronne de plumes, que Ouga m'a promis de finir ce soir même. Et je le trouve bien au travail, comme je l'espérais, ce brave petit sauvage. Il a coupé la queue à un coq noir pour remplacer les plumes avariées, et cela avance. Cela prend vraiment très grand air. Le vieux chef, comme je passe devant sa grotte, m'appelle par signe. D'un air engageant et confidentiel, il me montre une poussière sombre qu'il tient enveloppée dans un étui de feuilles mortes et qu'il nomme tatou. C'est de la poudre à tatouer. Et, puisque je semble apprécier l'industrie de Rapa Nui, il me propose de me faire sur les jambes quelques légers dessins bleus en échange de mon pantalon que je lui offrirai pour sa peine. Un autre vieillard aussi m'emmène chez lui pour échanger contre une boîte d'allumettes suédoise une paire de boucles d'oreilles en épines dorsales de requin. Je rapporterai donc, ce soir encore, 1000 choses étonnantes. Dominant cette baie qui est devenue notre quartier général, il y a le cratère de Rano Kaou, le plus large peut-être et le plus régulièrement circulaire qui soit au monde. Vu du ciel, il doit faire l'effet de ceux que les télescopes nous révèlent dans la Lune. C'est un colisée immense et magnifique, dans lequel manœuvrerait aisément toute une armée. Le dernier des rois de Rapa Nui était monté s'y cacher avec son peuple lors de l'invasion péruvienne, et là eut lieu le grand massacre. Les sentiers qui y mènent sont remplis d'ossements, et des squelettes entiers apparaissent encore, couchés dans l'herbe. À l'extrême déclin du soleil, je reviens m'asseoir avec mes 5 amis en face de la mer, au point où nous avons déjà pris l'habitude d'attendre ensemble l'arrivée des canots. Ce sera la dernière fois peut-être, car j'aperçois là-bas, au loin, la chaloupe qui retourne à bord et, au milieu de l'entassement des matelots vêtus de blanc, la grosse tête brune de l'idole qui s'en va en leur compagnie. Donc, la manœuvre s'est terminée à souhait, et nous avons chance de partir demain. Je dis presque tant pis, car volontiers je serais resté encore. Mais le soir, au moment de me coucher dans mon hamac, je suis appelé chez le commandant et je pressens du nouveau pour la journée suivante. Il m'annonce en effet que le départ est ajourné de 24 heures. Demain, il a le projet de se rendre avec quelques officiers dans la région plus éloignée, où des idoles très différentes de celles à notre connaissance restent encore debout. La course probablement sera pénible et longue. Sur la carte que nous examinons ensemble, cela fait, pris à vol d'oiseau avec un compas, 6 lieues, qui en représentent bien 7 ou 8 avec les détours, les montées, les descentes, et il me demande si je veux l'accompagner. J'en meurs d'envie, cela va sans dire. Mais demain, je suis de garde, hélas, moi, m'étant promené aujourd'hui tout le jour. Ça, dit-il, j'en fais mon affaire avec l'amiral. Et il ajoute en riant, à une condition. Ah oui, les dessins. Il va falloir que je dessine des statues sous toutes les faces et pour tout le monde, tant qu'on voudra, pourvu qu'on m'emmène. À suivre. À suivre.